en 2024, selon le ministère de la Justice, 63% des personnes incarcérées récidivent dans les 3 ans suivant leur libération. Un chiffre qui interroge et qui pointe les difficultés d'un système pénitentiaire confronté au manque de personnel et à la surpopulation. Dans ce contexte, la réinsertion est souvent citée comme un enjeu central et parmi les leviers possibles, l'éducation occupe une place essentielle. Elle reste un droit fondamental, y compris en prison. Pourtant, en 2022-2023, d'après le bilan annuel de l'enseignement en milieu pénitentiaire, seuls 29% des détenus ont été scolarisés. Alors comment l'éducation peut-elle redonner des perspectives à ceux qui purgent une peine? Et comment se vit-elle concrètement derrière les murs? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Friedrich, professeure au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Alors, je m'appelle Nathalie Friedrich, je suis enseignante en milieu carcéral depuis un peu plus de 25 ans. J'ai commencé aux prisons de Lyon, à Villefranche-sur-Saône et puis dans les prisons du centre de Lyon. Et puis depuis 13 ans, j'enseigne aux Baumettes à la prison de Marseille. Au départ, j'ai fait une formation de prof des écoles et j'ai commencé à travailler auprès d'élèves de collège qui sont dans des classes spécialisées parce que c'est des gamins qui ont été repérés par les enseignants qui les avaient auparavant et qui ne pouvaient pas aller en classe ordinaire. Et donc j'ai fait une formation d'enseignants spécialisés. Et cette formation d'enseignants spécialisés, elle est destinée aux classes de SECPA, où sont ces jeunes, et aux détenus, aux écoles spécialisées dans toutes les prisons de France. Voilà. D'accord. Majeurs et mineurs. Il y a forcément des tas de règles à respecter parce qu'on est en milieu carcéral, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais au niveau de l'appréhension de l'apprenant, on va dire, que ce soit un détenu ou un jeune, il y a des choses qu'on retrouve et qui sont communes. Par exemple, on essaye de définir les difficultés particulières de la personne et d'adapter notre enseignement pour que la personne soit à même de développer des compétences, de progresser. Et donc que ce soit un jeune ou un adulte, ça c'est un peu pareil. Oui. Le truc, c'est que les jeunes, souvent, ils sont pas très attirés par le milieu scolaire et ils sont encore dedans, donc ils ont pas spécialement envie d'être là. Voilà. Après, il y a la relation à l'enseignant qui peut être sympa. Les détenus, c'est un peu différent. Alors, il y en a qui ne demandent pas l'école. Pour les majeurs, c'est sur la base du volontariat. Voilà. C'est que des gens qui ont demandé. Alors, nous, on est quand même très attentifs aux jeunes majeurs. C'est-à-dire que tous les jeunes de moins de 21 ans, on va les voir même s'ils ne demandent pas l'école. Okay. On va les inciter, on va les solliciter. Voilà. Ce qu'on ne fait pas avec les gens plus âgés, les adultes plus mûrs, on va dire. Quoi d'autre ? On a une certaine liberté qu'on n'a pas toujours dans les classes en collège ou en lycée, parce qu'il y a des programmes assez fixes. Et nous, on a des objectifs pédagogiques bien définis, il y a des examens. Mais en dehors de ces examens, on a quand même une certaine possibilité de sortir un peu de... Il n'y a pas un programme vraiment à... Enfin, il y en a un, mais... Il y a par exemple, chez les femmes, on a des femmes qui passent un CAP vente. Donc le CAP vente, c'est le CAP vente. On ne travaille que le CAP vente. Mais là, par exemple, en ce moment, j'ai un cours chez les femmes de remise à niveau, où on revoit un peu les bases en français et en maths. Mais on peut ouvrir à plein de choses. On peut, par exemple, faire un travail en arts plastiques. Moi, je fais souvent un travail sur l'astronomie, le système solaire. Voilà, j'ai la possibilité de sortir de choses. Alors, ça reste scolaire, le système solaire, ça reste scolaire. Mais il y a quand même une possibilité de faire, des choses qui sortent un peu du manuel, voilà. Alors, on va dire qu'en prison, il y a tout le monde. Tout le monde peut aller en prison. Il y a des motivations variées. Il peut y avoir des remises de peine quand on suit les cours. Ah, donc ça, c'est motivant. Voilà. Ça, on savait pas. Mais parce que le juge va régulièrement, il va y avoir des commissions et on va regarder comment la personne se comporte et si elle travaille, si elle suit des formations.
et ben elle peut avoir des remises de peine qui peuvent aller jusqu'à ça peut s'approcher de la moitié de la peine pour des longues peines. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà. Il faut qu'à un moment, il y ait autre chose comme motivation pour que la personne, elle suive vraiment un cursus scolaire long et qu'elle s'implique. Voilà, parce que ça va pas suffire, quoi. Ça peut être un élément déclencheur, mais voilà. C'est des groupes de 12 maximum. Okay. Voilà. Et voilà, dans les 12, c'est rare que tout le monde soit là. Donc on a souvent, on va dire, entre 6 et 9 personnes, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que pour individualiser, c'est un peu l'idéal. Alors il y a des gens qui sont venus avec qui j'ai eu peu de relations parce que c'est aussi un choix des deux côtés. Et moi, je ne suis pas là pour créer des relations. Mais il m'est arrivé d'avoir des relations, oui. J'ai des gens que j'ai suivis pendant plusieurs années, des fois. Donc forcément... Il y a des gens, je me souviens d'un monsieur, il a appris à lire dans ma classe en 1 an et demi à peu près. Bon, forcément, on avait une relation particulière, comme avec tout prof qui fait progresser un élève. Il faut aussi se protéger soi-même, voilà. Mais après, moi, ça fait 25 ans, voilà, je suis pas dans la vigilance parce que ma posture, elle est ce qu'elle est maintenant. Enfin, voilà. Je n'ai plus à travailler. Les premiers temps, parce que ça change d'un travail avec des jeunes à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Après, oui, par exemple, je ne sais pas comment dire, j'ai jamais donné mon numéro de téléphone à un de mes élèves. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on ne fera jamais. Mais j'ai par exemple d'anciens élèves, il m'est arrivé que certains anciens élèves m'envoient des courriers après leur libération, mais ils me les envoyaient à la prison, au centre scolaire de la prison. Oui. Okay. Et donc moi j'ai pu répondre des fois mais il n'y avait pas de... Alors c'était une relation bien sûr, mais il n'y avait pas de relation intime, il n'y avait pas mon adresse, il n'y avait pas... Voilà. Mais ça m'est arrivé, oui. Vous avez revu d'anciens élèves qui étaient qui sont des anciens détenus, qui sont maintenant réinsérés dans le monde professionnel ou Alors, normalement, on évite pour plusieurs raisons. Déjà, pour notre propre protection, mais aussi parce que les gens, quand ils sortent de prison, ils n'ont pas forcément envie de garder un lien avec la prison. Alors, ils peuvent garder un lien avec certains co-détenus, mais la plupart ont quand même envie de tirer un trait sur cette période de leur vie, et ça se comprend. Et donc, nous, on ne va pas solliciter la personne pour se revoir. Il m'est arrivé en ville de croiser d'anciens détenus, d'anciens élèves, et ça a toujours été très sympathique. Voilà, des fois j'ai bu un verre, mais voilà, j'ai pas entamé une relation derrière. Ça m'est arrivé une fois à Lyon parce que c'était un hasard complet. J'habitais une petite rue dans le centre de Lyon et une de mes anciennes élèves était cuistot, je le savais, et elle est devenue cuistot dans un resto qui était à deux maisons dans ma rue. Okay. Et donc je la croisais tous les jours. Donc au bout de quelques mois, à force de la croiser, elle est même venue boire un verre à la maison, mais c'était pas voilà, mais c'était et puis c'était quelqu'un dont je savais que la raison, le délit qu'il avait amené en prison était vraiment un accident de vie. Et c'était pas quelqu'un qui était ancré dans la délinquance, qui était dans des conduites, complètement dans l'illégalité. Ça avait rien à voir. C'était un accident. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, on avait les enseignants avaient accès sur le logiciel pénitentiaire où il y a le dossier de la personne, avaient accès à des informations qui sont beaucoup réduites. Et je trouve ça plutôt bien. Donc on n'a pas accès à la caractérisation, oulala, je vais y arriver avec le froid. Voilà. On n'a pas le délit, voilà. On n'a pas le délit et je trouve ça plutôt sain parce que c'est encombrant, c'est polluant dans la relation pédagogique. Les collègues, moi je l'ai fait, j'ai bossé auprès des mineurs et avec les mineurs on a beaucoup plus accès parce que il y a des réunions sur l'avancée des jeunes, voilà. Et donc, on a accès à plus d'informations. Mais pour les adultes, c'est pas nécessaire, voilà. D'accord. Donc, après, on a toujours plus ou moins des informations qui fuitent. Oui. Ne serait-ce que parce qu'on sait que la personne, elle est là
en mandat de dépôt correctionnel ou criminel. Donc on sait bien que criminel c'est plus grave, correctionnel c'est moins grave. Et puis il y a des personnes, quand les faits sont particulièrement graves, très rapidement tout le monde est au courant. Parce qu'il y a des articles, parce que le nom il sort. Et moi je vais pas chercher sur internet, mais ça peut vous arriver. J'ai toujours quelqu'un qui me dit mais tu sais, voilà. Bon. Ok. Et alors je sais qu'il y avait une association avant qui s'appelait le Génépi, il me semble, qui était des étudiants qui pouvaient donner des cours justement en prison. Voilà. Alors est-ce que aujourd'hui, je sais pas si ça se fait encore. Non, mais c'est intéressant votre question parce que j'ai connu le Génépi avant, j'ai connu le Génépi après, et maintenant il n'y a plus le Génépi. Oui, maintenant c'est quelque chose totalement différent. Mais c'est intéressant parce que je vois avant le Génépi pouvait mener des actions plus ou moins individuellement, des actions autonomes autour de divers. Ça pouvait être. J'essaye de réfléchir. Je crois qu'à Lyon, il y avait un truc sur les jeux de société et il y avait des rencontres autour de la découverte du monde, avec à chaque fois une présentation d'un continent, d'un pays. C'était un peu informatif, un peu géographique, quoi. Et on avait beaucoup de génépistes qui avaient des espèces de tutorats avec certains de nos élèves qui avaient besoin de quelqu'un dans une matière, en anglais, en maths, en espagnol. Et je sais qu'à l'époque à Lyon, je travaillais dans une prison qui s'appelait la prison Montluc, qui était en plein centre de Lyon, et qui était juste à côté de la manufacture des tabacs, qui était une faculté à Lyon. Et donc, il y avait une espèce de vivier d'étudiants là, et il y avait un gros recrutement à la rentrée. Et moi, j'avais accès à toute la liste des personnes et les matières dans lesquelles elles faisaient des études. Et je pouvais demander, les rencontrer et voir avec eux, parce que en fonction des besoins des personnes, des femmes que moi j'avais, et j'avais des mineurs aussi, donc je pouvais, par exemple, je sais pas si une jeune préparait le brevet et que moi je pouvais faire français maths, histoire géo, et je pouvais prendre un étudiant en langue par exemple, et une fois par mois, une fois par semaine, il venait voir la jeune au parloir avocat et il lui faisait un cours d'anglais. Ok, donc là c'était presque un prof particulier, quoi. Ouais, mais c'était super. Okay. Parce je crois bien qu'à un moment, j'avais entre 20 et 30 génépistes qui venaient donner des cours de soutien. Mais à un moment, le Génépi a évolué et ils ont décidé de ne plus avoir ce côté pédagogique, de ne faire que des activités en autonomie, on va dire. Et il y a même eu une expression qui a été utilisée par eux. Hein. Ouais. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus être le valet de l'éducation nationale. Ah, ouais. Et je trouvais que c'était... Bon, déjà que moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et je trouvais une entraide. Et puis je veux dire un travail en complément, quoi. Enfin, on avait vraiment un partenariat qui était riche pour les détenus, voilà, qui était intéressant pour moi, mais en faveur des détenus. Moi personnellement, j'y avais pas d'intérêt. Et j'ai trouvé que c'était dommage. Okay. C'était dommage parce qu'en plus, je trouvais que pour certains étudiants avec qui il y en a qui ont fait ce travail pendant longtemps, que j'ai suivi pendant plusieurs années. Parce que, petite précision, du coup, c'est des étudiants qui n'étaient pas forcément professeurs d'une certaine matière. Non, pas du tout, ils étaient étudiants. Ouais, mais comme il y en a plein qui se destinaient... mais ils se destinaient pour certains au professorat, et il y en a qui me disaient que c'était riche pour eux, quoi. Et je trouvais moi aussi que c'était plutôt intéressant. Parce que le jour où ils allaient se retrouver devant une classe, ils avaient déjà une expérience, certes en individuel, mais qui leur avait apporté quand même des billes pour faire le métier d'enseignant, quoi. Est-ce que des bénévoles qui viennent faire des ateliers culturels au sein des milieux, des centres pénitentiaires, etc., c'est un complément et enrichissant aussi pour les ex-détenus, les détenus, pas ex. En vue du coup d'une réinsertion et comme vous avez dit, réapprendre
Déjà, c'est intéressant parce que c'est des gens de l'extérieur qui viennent, qui sont entre guillemets vierges, voilà, qui sont pas. Moi, j'ai quand même, 25 ans. Je fais. Bien sûr, je suis enseignante avant tout et j'ai des valeurs d'enseignant, j'ai une posture d'enseignant. Mais là, c'est des jeunes qui sont pas dans le système pénitentiaire et donc ils apportent aussi beaucoup de fraîcheur, et donc ça c'est très riche, voilà. Et c'est intéressant. Et puis c'est toujours une activité collective. Les détenus en maison d'arrêt passent quand même beaucoup de temps en cellule. Toute activité peut être un moment où on sort de sa cellule, où on participe à quelque chose avec d'autres personnes, d'autres détenus, avec des gens qui viennent de l'extérieur. Donc c'est toujours intéressant. C'est que je pense que c'est un bon moyen de faire l'expérience, de trouver une association qui cherche des bénévoles. Parce qu'on se rend compte du contexte, de la réalité de la prison et voilà, on fait un choix après professionnel ou pas, mais avec un peu plus d'éléments Moi, quand j'ai commencé à travailler en prison, j'avais fait un stage pendant ma spécialisation de 15 jours à la prison de Fresnes, mais j'ai débarqué en prison, j'ai appris sur le tas, alors que quelqu'un qui a déjà fait un peu de bénévolat, il sait déjà un petit peu où il va, quoi. Ouais. Donc ils se rend un peu mieux compte de la réalité Oui, il vient pas comme ça. Parce que ça peut être traumatisant. Ouais. Moi, j'ai vu des gens qui avaient envie et puis qui ont réalisé non, mais en fin de compte, c'est trop violent, j'ai pas envie. Donc c'est bien de tenter comme ça. Souvent, en plus, les bénévoles, ils sont deux. Donc moi, je suis seule dans ma classe avec mes élèves, mais les bénévoles, ce qui est très bien, ils sont deux. Donc être en binôme, c'est aussi rassurant, on se sent moins isolé, quoi. Donc c'est une bonne expérience aussi pour les jeunes, je pense. Si vous avez une petite anecdote marrante ou quelque chose comme ça. Ah, j'en ai une. J'en ai une rigolote. C'est que à Lyon, je menais des ateliers d'écriture chez les femmes. Et j'avais l'autorisation de sortir les productions. Et il y avait un artiste qui faisait des arts de la rue, qui avait créé un personnage de crieur public qu'il avait inventé d'après un personnage de Fred Vargas, d'après un roman de Fred Vargas. Okay. Et il faisait des spectacles le jour du marché à Lyon dans la rue. Il arrivait avec un espèce de costume de garde champêtre, avec un triporteur et une espèce de pupitre. Il montait, il était derrière son pupitre, il avait une cloche. Et là, il lisait des annonces que les gens laissaient dans des cafés ou des épiceries. Ah, okay. Et il lisait aussi nos textes. Donc, il faisait des déclarations d'amour. Donc, il suffisait qu'un monsieur amène sa copine à la criée, ça s'appelait la criée. Et l'autre, le crieur faisait la déclaration, la demande en mariage. Ou on avait des recettes de cuisine, il y avait des gens qui vendaient leur voiture, enfin il y avait de tout, quoi. Et de temps en temps, il lisait des textes écrits par les détenus. Ok. Et c'est vous qui avez créé le lien avec cette. Oui, c'est moi qui lui portais les textes, avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Et un jour, j'arrive un lundi à la prison. Et il y a une élève qui arrive en cours et qui se met à hurler. Et je comprenais même pas ce qu'elle disait. Elle était excitée, mais heureuse, hein. Elle était complètement... Et à un moment, je lui dis, calmez-vous, expliquez-moi ce qui se passe parce que je comprends rien. Et elle m'explique que le dimanche soir, il y a eu sur France 3 le journal national de France 3 régional, mais qui est l'édition nationale. Oui, ok. Et qu'elle a vu le crieur public lire son texte. Ah, à la télé. À la télé. Oui, ok, ça fait plaisir. Elle était en cellule et d'un coup, elle voit quelqu'un. Et moi, je leur avais expliqué comment il était le crieur public. Un jour, j'avais ramené 2 photos du crieur. Donc, elle savait, mais elle l'avait jamais vu. Ouais. Et donc là, il est passé sur France 3. En plus, avec son texte. Avec son texte. C'est trop bien. Ok, c'est une super anecdote. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. L'éducation au sens large ne se limite pas à l'enseignement scolaire.
En prison, elle passe aussi par la culture grâce à des ateliers, des rencontres et des activités souvent animées par des bénévoles associatifs. Ces projets apportent un espace d'expression, de confiance et de reconstruction pour les personnes détenues. Nous avons rencontré Sarah, bénévole au Secours catholique depuis quelques mois, qui nous partage son expérience et la place que peut prendre la culture derrière les murs. Alors, du coup, je m'appelle Sarah et moi je suis bénévole au Secours catholique à Marseille. Et du coup, on intervient à la prison des Baumettes à Marseille aussi. Et à côté de ça, je travaille dans la santé mentale pour les jeunes. Et nous, on est sur le créneau du développement des compétences psychosociales, puisque d'après le dernier état de la recherche, c'est ce qui fonctionne le mieux pour la santé mentale aujourd'hui. Et à côté de ça, je suis dans une autre association de prise de parole en public, où du coup, on intervient dans les centres sociaux, milieu carcéral aussi, et l'école. Et aussi, il y a une formation pour les 18-30 ans avec un concours d'éloquence à terme, pour vraiment démocratiser les outils de prise de parole en public pour tout le monde. Et à côté de ça, je suis dans la vidéo, dans le rap, et voilà. Et du coup, aussi un peu de bénévolat à droite à gauche. Alors en fait, du coup, avec mon associé, dans notre association de santé mentale, on a beaucoup étudié du coup certains publics, etc. Et le but pour nous, c'est vraiment de faire le pont entre des outils qui existent déjà et des publics qui en sont éloignés. Et du coup, en étudiant ça et certains publics, on a découvert qu'en fait, le public qui était en détention, c'était toujours le public de la société qui, à la base, était le plus traumatisé. Et en fait, les personnes qui rentrent en détention, c'est les personnes avec le plus haut taux de PTSD, donc syndrome post-traumatique. Et donc, en gros, dans nos engagements politiques, on a vu que la prison, ça amenait pas de la réinsertion par la suite, mais du coup, ça retraumatisait encore plus un public déjà beaucoup, très vulnérable en fait. Et donc, c'est vrai que ça pose énormément de questions éthiques parce que tu te dis, et encore aujourd'hui, parce que tu te dis, ok, je vais donner mon temps gratuitement, mon énergie, mon sourire, ma lumière à des personnes qui ont fait peut-être des choses horribles. Après, on n'est pas au courant de leurs motifs de peine, et d'ailleurs, heureusement, parce que je pense que ça biaiserait aussi les échanges. Mais je pense que je fais ça parce que je sais qu'aujourd'hui, la détention, c'est pas quelque chose dans lequel je crois. Moi, je crois beaucoup à la réhabilitation. Parce que du coup, on voit aussi que dès que quelqu'un rentre en détention, il y a toujours réitération, l'immense majorité des cas, ou alors une réinsertion qui est qui est vraiment très difficile en fait, avec les moyens qui sont présents aujourd'hui. Et en plus, ça ne fait qu'augmenter, etc. Et en plus, les conditions de détention en France sont vraiment catastrophiques. Les prisons, elles sont surchargées entre 200 et 300%. On n'a pas accès aux cellules, par contre, on a visité. On avait un jour de formation pour former un peu les publics à du coup intervenir en détention. Et moi, ça a été horrible pour moi parce que j'avais l'impression de faire une visite dans un zoo. Et en même temps, donc pareil, éthiquement, c'était très compliqué parce que d'un côté, il faut que je sache de quoi on parle quand j'interviens avec les personnes détenues et pas que je sois éloignée de leur réalité. Et en même temps, je trouvais ça complètement dingue de devoir visiter là où ils vivent comme ça avec un petit groupe de personnes qui interviennent. C'était vraiment extrêmement malaisant pour moi. Mais je regrette pas d'avoir fait parce que je sais de quoi ils parlent quand ils témoignent en atelier de leurs conditions de vie, quoi. Mais c'est vrai que pour avoir vu, c'est pas pour cracher sur certaines prisons, mais pour avoir vu les conditions de détention, et n'avoir vu qu'un extrait en plus, c'est vraiment catastrophique. Et donc on peut pas se dire que cette personne, après avoir vécu dans de telles conditions, après avoir vécu l'isolement, aussi beaucoup d'injustices, exposée à d'autres personnes qui sont elles aussi traumatisées ou dans des circuits de violence, après on peut pas la relâcher et attendre qu'elle ça s'agisse ou qu'elle s'éloigne de certains milieux. Mais du coup nous on intervient sur des créneaux d'ateliers, donc ça va être souvent 2-3 heures, donc au quartier des femmes et au quartier des hommes. Et du coup là nous on va proposer différents thèmes. Par exemple là récemment au quartier des femmes il y a eu atelier de confection de bracelets, cercle de parole, bien-être, des moments pour prendre soin de soi, des ateliers de prise de parole et d'éloquence qu'on aime beaucoup animer avec ma collègue. Et aussi parfois ils ont juste besoin de discuter tout simplement. Du coup ça arrive que par exemple pour un jour jeu de société en fait on joue pas et juste on discute pendant 2 heures, 3 heures, puis autour d'un goûter, etc. C'est vrai que c'est des temps assez conviviaux, quoi. Ils vont souvent nous dire que ça les a vraiment évadés, surtout beaucoup quand on discute. J'ai remarqué parfois on se casse un peu la tête à faire des ateliers pour essayer de trouver des vrais objets pédagogiques, etc. Objectifs pédagogiques, et après ils vont te dire non mais on veut juste discuter s'il te plaît. Et du coup ils vont, je sais pas, on va discuter comme on parlerait peut-être avec je vais pas dire des amis non plus, faut pas exagérer, mais juste de façon très agréable et conviviale. Et du coup à ce niveau-là c'est vrai que ils apprécient vraiment, ils nous remercient pour ça, de les sortir un peu de leur quotidien, et surtout de les considérer comme des personnes complètement normales. Je sais qu'au dernier atelier au quartier des hommes,
on pose toujours un cadre de confiance au début pour que chacun sente que ses valeurs sont respectées par chacune dans le groupe. Et il y en a un qui a dit confiance, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Et sur le moment, je sais pas, peut-être que ça peut paraître délicat ou impressionnant pour certaines personnes parce que dans notre imaginaire on peut se dire c'est un criminel, etc. C'est dur de faire confiance à quelqu'un qui a été puni, et en fait non, juste fais-moi confiance, genre là j'aimerais que tu me considères comme nous on te considère par exemple. Et ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai vu à quel point peut-être il me manquait de ça, de la confiance réciproque en fait. Et donc et de ce truc de vouloir juste être déstigmatisé et pouvoir je sais pas, juste changer les idées tranquillement quoi. C'est là aussi où c'est un peu délicat dans ce travail aussi, je trouve, à mon sens en tant que juste humaine, c'est qu'on ne doit pas du tout créer de lien avec eux, on ne doit pas créer d'affect, on ne doit pas du tout même être dans une forme de grande empathie, on doit juste être neutre et juste proposer une activité, être concentré juste sur le fait d'apporter notre activité, mais du coup, évidemment ne pas créer de lien pour connaître leur motif de peine, pourquoi ils sont là, s'attacher, comment ça vouloir prendre leur défense, etc. On doit vraiment rester très très loin de ça. Donc c'est à nous dans notre posture de rester droit et de mettre une distance quand même, pour aussi que notre travail soit efficace tout simplement. Parce que je pense qu'ils ont besoin de personnes neutres et pas de personnes qui soient soit dans l'affect, soit dans une position hiérarchique, juste être dans l'écoute active et une proposition pédagogique sur le moment, mais que ça s'arrête là. Je pense que c'est beaucoup plus bénéfique. Quand ils nous font leur témoignage, ils nous parlent toujours du fait que les parloirs, c'est ça qui aide à tenir, et les activités et le travail pour ceux qui ont la chance de travailler en prison. Mais du coup, donc ça je sais que c'est utile. Et après pour la suite, on essaie de proposer des choses qui peuvent être utiles aussi, au-delà du fait de juste s'évader et garder de pouvoir essayer de garder une santé mentale comme on peut quoi, à peu près stable, même si c'est pas nous qui changeons grand chose. Mais par exemple pour les ateliers de prise de parole en public, évidemment pour moi là c'est des outils assez universels et du coup qui peuvent aider à la réinsertion, comme aider à des personnes directement dans le milieu professionnel, comme à des jeunes qui sont loin de ça. Du coup je pense que ça c'est des outils assez intéressants. Pareil, les ateliers d'écriture, il y en a beaucoup, ça je pense que ça peut aider aussi. Et voilà, après il y a aussi comme des cours par des profs particuliers. Moi je fais pas ça, mais je sais qu'il y a ça. Enfin il y a plein d'activités en fait. J'ai des anecdotes très drôles aussi, et il faut pas oublier ça parce que là ça a l'air un peu dramatique, mais moi je pense que c'est l'espace dans lequel je rigole le plus. Vraiment les ateliers au quartier des femmes, au quartier des hommes, c'est vraiment les endroits où je trouve qu'on peut rigoler énormément et ressentir énormément de joie. Et Dieu merci vraiment. Mais du coup j'avoue qu'il y a aussi des expériences qui peuvent être très dures. Moi je m'étais fait un peu tout un monde justement pour me protéger et pas essayer de me faire surprendre, donc j'imaginais un tableau noir en mode c'est une dinguerie d'intervenir là-bas et tout, donc avec beaucoup de clichés forcément, mais je pense que c'était une manière aussi de me protéger. Et du coup il y a des événements très difficiles qui sont apparus mais que j'ai pas forcément vu venir. Et c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui j'en porte encore un peu des séquelles dans la manière d'intervenir, enfin pas d'intervenir, mais je sais que par exemple je peux en parler et je sens que c'est toujours pas évacué de ma tête quoi. Et c'est vrai que pour ça je pense que ce serait très important qu'il y ait des suivis psy. Après c'est encore une fois c'est pas du tout tous les jours qu'il se passe des choses, juste ça peut arriver, je sais pas, des cas particuliers qui peuvent nous marquer, des situations quoi. Je sais qu'au quartier des femmes, il y a un potentiel de stand-up qui est vraiment infini en fait. Genre, tu arrives, toi tu proposes ton atelier, mais tu pleures de rire. Le nombre de fois où j'ai pleuré des larmes tellement elles sont drôles et que c'est des moments de pure convivialité quoi. C'est un bonheur en fait. Et du coup, en fait c'est plus des personnalités qui sont vraiment hilarantes. Et après par exemple, nous on va faire des jeux dans toutes les prises de parole en public avec par exemple un jeu des anecdotes, on raconte une vraie et une fausse. Et évidemment, elles vont te parler de leur motif de peine, alors tu demandes pas ça et tout, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Et donc elles vont te dire des dingueries. Et là, il y a aussi un truc où on peut essayer d'avoir une autodérision commune par rapport à tout ce qu'elles traversent aussi et qu'elles se permettent de nous raconter. Où il n'y a pas du coup de stigmatisation en mode on rend tout très grave, en mode oulala mon dieu, ok faut pas rire de ça, non c'est bon on est humaine, on peut aussi rire avec toi si tu nous l'autorises, tu vois, et que c'est évidemment bienveillant, sans jugement. Alors quand on intervient, du coup on est toujours deux, faut toujours qu'on soit deux en fait, parce que par exemple quand on intervient au quartier des femmes, c'est une autre ambiance, ça n'a rien à voir avec le quartier des hommes, déjà parce que pour donner des chiffres, c'est 97% des personnes détenues qui sont des hommes en France. Parce qu'on se rend compte du chiffre, 97%. Bref, en gros, les femmes, elles sont là souvent pour des plus grosses peines que les hommes, où là, il y a un énorme turnover, parce que il y en a tout le temps. Et du coup, c'est comme elles sont là vraiment
parfois pour des grosses peines, et enfin pas à perpétuité parce qu'il y a des prisons je crois spéciales pour les très grosses peines, mais je veux dire c'est plus chill quoi, c'est plus calme, il y a moins de personnes, et du coup j'ai l'impression qu'il y a comme un gage de confiance ou de meilleure gestion. Et au quartier des hommes, on est dans une salle comme ça et on nous enferme à clé en fait avec les personnes détenues et il n'y a pas de surveillant dans la salle. Mais par exemple pour des personnes qui voudraient intervenir avec des associations en tant que bénévoles dans les milieux pénitentiaires, je dirais juste de toujours considérer l'autre comme avec un facteur de chance plus ou moins élevé par rapport à nous, parce que j'ai l'impression que ça joue beaucoup ça aussi. Parfois il y a des gens, ils ont juste pas de chance dans la vie et un tout petit délit a pris des proportions phénoménales et du coup ils sont rentrés en prison et du coup ça a fait de la réitération et du coup ils ont juste eu un parcours de vie différent que nous. Pareil, genre ils sont arrivés dans la vie avec je sais pas 3 fois plus de traumatisme que nous, au mauvais endroit, exposés à la violence, au narcotrafic, à des trucs. Donc il faut juste avoir ça en tête pour moi, pour pas stigmatiser ou se dire que ces personnes-là elles ont particulièrement fait quelque chose de mauvais. Non, elles sont juste pas peut-être les mêmes bagages que toi à la base quoi. Et du coup continuer de se déconstruire, de se renseigner, et pour moi de faire preuve d'empathie avec tous les êtres humains en général, et du coup de pouvoir un peu décloisonner tout ça, mais tout en restant vigilant, encore une fois une place neutre, parce qu'il faut vraiment l'être je pense pour que ça puisse être efficace, mais voilà, juste être dans cette conscience là. Je pense que si on a envie de travailler en milieu pénitentiaire, juste on peut s'approcher des associations qui interviennent déjà, et du coup leur demander s'ils recherchent du personnel, des bénévoles, comment intervenir, comment aider. Mais il y a plein d'autres manières aussi, je sais qu'on peut beaucoup écrire aux personnes détenues, il y a une association que j'ai oubliée, mais on peut écrire des lettres et être en correspondance épistolaire avec elles et eux, donc ça je pense que c'est déjà pas mal. Je sais que là on a perdu quelques bénévoles en cours de route, du coup on a vite recruté, on a retrouvé ça très vite. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué de rentrer, mais je pense juste que c'est une question d'intention et d'état d'esprit pour le coup en fait, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir forcément besoin de formation pour certaines assos. Je pense que c'est plutôt accessible, juste que c'est une question de posture beaucoup et peut-être d'expérience terrain à la base quand même. Là franchement je trouve que l'équipe elle est assez variée. Je n'ai pas rencontré de nouvelles personnes encore, mais il y a des personnes je vais dire très adultes, ça veut rien dire, mais qui sont beaucoup plus âgées, qui ont une vie qui n'a rien à voir avec tout ça, juste là ils décident de donner leur temps. Il y a des étudiants justement qui ont pareil jamais intervenu avec des publics et juste ils voulaient faire du bénévolat cette année donc ils l'ont fait, donc c'est clairement possible. Il y a des personnes qui viennent de l'animation comme moi et ma collègue, et évidemment d'autres, etc. Des personnes qui veulent vraiment travailler en milieu pénitentiaire, des personnes juste militantes, des personnes, on peut vraiment venir de tous les horizons à partir du moment où on est plutôt correct quoi. La première fois on a animé du coup avec quelqu'un qui avait l'habitude, et c'est pas des personnes qui ont été formées, c'est juste des personnes qui ont fait plusieurs ateliers. Et comme là par exemple, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, peut-être que je pourrais animer avec elles pour leur les mettre juste plus à l'aise et pas qu'elles soient seules, parce que c'est vrai que ça peut être très impressionnant au début. Moi j'étais pas très fière ma première séance, j'étais pas à l'aise tout de suite, parce qu'on a beaucoup d'a priori sans s'en rendre compte. Genre je sais à quel point il y a des coupes budgétaires sur évidemment tout ce qui est social et tout machin. Donc je sais très bien que non, je pense qu'on n'est pas bien, genre on n'est pas tranquille, sécure et tout. Mais là tout ce que je vois c'est qu'on a la chance de pouvoir continuer à le faire. On n'a pas des moyens de fou, genre je sais qu'on prend toujours, on achète des goûters en fait pour les personnes détenues. Et du coup, on intervient avec ça, et ça par exemple c'est l'asso qui peut prendre en charge. Mais je trouverais ça super qu'on puisse faire des trucs encore plus grands, des vrais projets, monter des appels à projets, etc. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et justement des financements. Déjà, on a une feuille une note de service, donc évidemment, parce qu'il y a tout l'aspect sécurité avant de rentrer en prison, évidemment, tu dois te faire tu fais pas fouiller, tu passes dans un détecteur, mais je veux dire, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Et du coup, tu peux faire rentrer dans le détecteur que des choses qui ont été notées au préalable et validées par la direction, etc. Donc nous, on a mis tout ce qui était genre goûter industriel. Parce que par exemple, si on ramène des fruits, des trucs et tout, on sait pas si on a mis des trucs dedans, donc il faut que ce soit fermé hermétique. Donc par exemple, on a ça. Et après pour le matériel, si on fait des bracelets, on a des fils, mais parfois ils vont nous dire non parce que ça, il y a peut-être, c'est horrible ce que je veux dire, il y a peut-être risque de pendaison, de mise en danger. Il y a énormément de trafic aussi à l'intérieur des prisons et ça. Et du coup, moi je sais que mon premier jour quand je suis arrivée et qu'on a fait cette visite, on a été tremblante avec ma meilleure pote parce qu'on était là, mais la honte, genre dès qu'on croise un détenu, on était en mode, on n'est pas avec eux, je te jure, on n'est pas en train de visiter ça comme un zoo, et en même temps on était là, genre c'est énorme de voir ça, de se rendre compte de l'ultra violence en fait que c'est de vivre là-dedans et d'arriver dans ces conditions et tout. Mais du coup au début on nous a dit, par exemple je me rappelle d'une salle où genre il y a toutes les affaires, c'est un immense hangar avec que des petites boîtes et c'est toutes les affaires des personnes détenues. Donc déjà t'es là en mode ok c'est genre qui ont été pris d'avant. Ouais c'est ça. Genre en mode en gros c'est leur boîte où il y a leur vie de l'extérieur en gros. Ils sont arrivés comme ça en prison. C'est ça. Et ça déjà c'est un hangar de bout de vie. Ça m'a beaucoup.
enfin ça m'a vraiment marqué. Et aussi au bout de l'allée, du coup, il disait, et là c'est celle des personnes qui sont décédées ici. Et du coup, en fait, ils les gardent pendant plusieurs années jusqu'à ce que des personnes récupèrent. Et donc il y a aussi des chiffres qui sont genre effrayants sur le suicide en milieu pénitentiaire, donc il faut être très conscient, et qui prouvent aussi que c'est un milieu très traumatisant, retraumatisant, et qui pousse à la réitération. Enfin, c'est quand même assez particulier. Enfin, pour moi, c'est important de l'avoir en tête quand même. Donc c'est pour ça qu'on n'a évidemment pas le droit de faire rentrer certains objets parce qu'ils pensent à tout ça. Donc faut vraiment être assez vigilant quand même avec ça. Faut pas, parce que là, enfin pour moi, l'équilibre il est très précieux entre genre déconstruire les mythes, genre arrêter de fantasmer aussi ce truc de la prison et tout. C'est des personnes comme vous et moi, genre juste qui ont plus ou moins de chance dans la vie, je trouve. Et en même temps, rester conscient que c'est des personnes qui sont dans des situations très violentes qui peuvent aussi, la violence attire la violence. Alors normalement, on propose le thème des ateliers. Je sais que du coup la prison, elle a, avec toute son expérience depuis toutes ces années, elle a déjà des thèmes d'ateliers qui, par exemple, elle va nous dire, nous on a pris ça depuis tant d'années. Du coup peut-être que nous on va se caler sur ce qu'ils ont déjà fait. Après nous on peut faire des propositions. Et là, du coup, ils valident ou pas. Ça arrive qu'ils refusent, par exemple. Je sais que, par exemple, tout ce qui va être autour de la politique, faut absolument éviter, parce que c'est vraiment une catastrophe. Ça peut vraiment dégénérer. Faut vraiment être toujours dans un truc, toujours la neutralité, toujours. Des ateliers, par exemple, manuels, avec des objets qu'on pourrait pas du tout utiliser justement en atelier. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a des trucs comme ça où je sais que ce serait interdit pour ces raisons-là. Et après, nous, par exemple, là, je sais qu'on est en train de faire une demande pour faire un espèce de parcours long terme sur la prise de parole avec le même groupe d'inscrits. Parce qu'en fait, nous, par exemple, quand on arrive en atelier, on ne sait pas combien de personnes on aura et on ne sait pas qui on aura. Donc ça, c'est aussi particulier. Parfois, t'arrives tu te dis, ok, j'ai prévu un atelier pour 10 personnes, t'arrives, il y en a 4. Et du coup, t'as 3 heures avec 4 personnes. Mais moi, personnellement, j'adore parce que du coup, ça permet de beaucoup discuter et tout. Mais c'est vrai que ça peut être particulier aussi d'être tout le temps surpris par les conditions. Par exemple, pour ce truc de prise de parole, pour essayer de vraiment suivre et du coup leur faire une vraie formation et pas que ce soit du one shot, on va essayer de demander, tu vois, pour qu'il y ait le même nombre d'inscrits. Mais pareil, comment choisir sur toutes les personnes peut-être qui vont vouloir s'inscrire comme ça. Mais aussi, justement, au Beaumet, il y a un théâtre qui est construit, voilà. qui est toujours pas fini. Là, il va bientôt ouvrir. Et nous, à chaque fois qu'on passe devant, on est en mode pitié, laissez-nous faire des trucs dedans parce que le potentiel est fou et on sait qu'il y a plein de projets par rapport au Beaumet et les Baumets. Je sais pas si tu as déjà travaillé avec moi, j'ai pas travaillé, mais ma collègue, elle a déjà juste mangé là-bas tout simplement. D'accord. Et c'est génial. Enfin, là, pour le coup, on est vraiment sur la réinsertion pour le coup. Parce que, du coup, moi, je suis pour ce genre de. J'ai dit pour comme ça. Je suis vraiment pour ce genre de projet. Moi, ça m'est jamais arrivé de croiser des personnes qui sortent, mais c'est très commun parce que déjà Marseille c'est un petit village et ensuite il y a tellement de turnover que sincèrement c'est vraiment possible d'en croiser très facicilement. En plus ça devient un peu en tendance, je trouve, le milieu carcéral. Donc d'un côté tant mieux parce que ça apporte des voix, et en même temps faut pas non plus tomber dans le fantasme et tout. Et moi la première parce que c'est aussi il y a des choses qui me fascinent et c'est réel, je pense qu'il faut juste en être conscient. Et voilà, et du coup je pense que ça pourrait peut-être plaire à certaines personnes et c'est toujours sur la base du volontariat sincèrement. Faut juste voir. Pour terminer ce reportage, nous avons voulu savoir comment les étudiants perçoivent le système carcéral et surtout s'ils se sentent concernés par la question de la réinsertion. Parce que pour que ces projets culturels puissent continuer à exister en prison, les associations et les structures d'enseignement ont besoin des nouvelles générations de bénévoles, notamment d'étudiants prêts à s'engager. Alors nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre ce qu'ils savent du milieu pénitentiaire et s'ils envisageraient eux aussi de franchir les murs et de participer à des actions culturelles. Alors, je m'appelle Tiffany, je suis en L3 LLCR anglais à la fac Schumann. Est-ce que tu connais un peu le milieu carcéral? Est-ce que ça te parle ou pas? Oui, je pense, ça dépend de quoi précisément. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse en tout cas? Ah oui, ça m'intéresserait, je pense, de savoir comment ça se passe là-bas. Et est-ce que du coup tu serais prêt à donner ton temps auprès d'une association ou en partageant une passion en prison auprès des personnes détenues? Oui, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Après, ça dépend des détenus, oui, mais je pense que c'est une bonne initiative parce que je pense que l'éducation c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit, la société en ce moment. C'est bien d'être cultivé, d'avoir des connaissances sur ce qui se passe dans le monde et surtout dans notre pays. Je m'appelle Yoren, je suis en cinéma et devenir, je sais pas encore, soit acteur, réalisateur ou un truc dans le ciné plus tard. Ok, donc la culture c'est un sujet qui est hyper important pour toi. Ouais, je pense que c'est hyper important d'amener la culture et aussi l'humanité tout simplement, même surtout dans ces milieux-là. J'ai entendu dire que c'était vraiment chaud ces derniers temps
Et voilà. Donc, pas que de la culture d'ailleurs, aussi des aspects plutôt peut-être je sais pas, psychologiques, même spirituels. Enfin, voilà. Je pense que le principal frein à la réinsertion derrière, c'est, enfin je sais pas, j'imagine que c'est l'isolement et le fait que les gens étaient coupés du monde extérieur. Est-ce que tu as un peu renseigné sur les associations qui peuvent proposer justement à des bénévoles de venir, d'intervenir au sein des centres pénitentiaires ou même avec des ex-détenus? Ouais, j'ai pas travaillé, mais j'ai rencontré une association à Marseille qui justement s'occupait de faire la réinsertion des détenus. C'était super cool, j'ai beaucoup admiré leur travail, je sais plus c'est quoi le nom. Est-ce que du coup alors c'est quand même un sujet que tu entends souvent ou... Pas du tout. Non, à part ça, non, j'avais pas trop entendu parler quoi. Est-ce que c'est toi qui es un peu allé chercher la... Non, je suis tombé par hasard dessus en fait. Moi je suis Marélie en L2 de psychologie et oui, j'habite à Aix. Ok, moi je m'appelle Flora, je suis aussi en L2 de psycho et j'habite aussi à Aix. Moi je m'appelle Maria, je suis en LAS2 du coup en psycho à Aix et j'habite à Marseille. Du coup moi c'est Emma, j'ai 19 ans et je suis en 2e année de licence de psychologie et j'habite aussi sur Aix-en-Provence. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du milieu carcéral? Est-ce que vous savez un peu comment ça se passe en prison et surtout comment les personnes détenues ont accès à la culture ou pas? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Moi j'ai déjà regardé 1 ou 2 reportages, surtout sur les prisons pour les femmes. Et c'est vrai que dans les reportages on parle pas souvent de cet aspect-là. Mais je sais qu'ils ont accès par exemple à une bibliothèque avec des livres, etc. Et ils ont aussi des cours, il me semble, de culture générale ou pour préparer par exemple des diplômes à la sortie de prison pour se réinsérer dans la société. Après, sinon non, j'ai pas forcément d'autres idées. Et est-ce que dans votre licence de psychologie, on vous a déjà parlé de la prison et du milieu carcéral ou pas? Non, pas du tout. Mais si, il y a des masters. Oui, mais dans les cours. Non, en cours on n'en parle pas trop. Non, en cours on n'en parle pas, mais on sait qu'il y a des psychologues du coup carcérales pour les prisons, mais en vrai on n'en sait pas plus. Ouais, on n'en sait pas trop. Je sais, enfin moi j'ai déjà un peu regardé le métier un peu genre de psychocriminel et tout, mais mais je sais pas trop parce que j'avais regardé parce que ça m'intéressait un peu, mais je me suis pas renseignée plus que ça en vrai. Je sais que ça existe des psychologues et c'est hyper utile d'ailleurs dans le milieu carcéral, je pense. Est-ce que vous seriez prête à vous engager auprès d'une association et partager une de vos passions avec des personnes détenues? Je pense que oui, mais pas forcément à des hommes. Je privilégierais plutôt des femmes parce que je me sentirais beaucoup plus à l'aise parce qu'on sait jamais ce qu'un homme a pu faire. Enfin, après les femmes aussi bien évidemment, mais aller dans une prison vraiment uniquement qu'avec des hommes, ça me ferait un peu me sentir oppressée parce que je pense que on n'arrive pas à forcément enlever l'étiquette. Enfin, ils portent pas vraiment d'étiquette, mais je sais pas si c'est un violeur, il a tué des femmes. On sait pas ce qu'il a pu se passer dans sa vie antérieure, donc plutôt des femmes. Moi, je pense que non, en vrai. Je pense que j'aurais pas assez. Enfin, il y a trop. La prison, c'est trop un milieu. Enfin, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais c'est dangereux en fait. Je pense que après, avec certaines règles en soi, ça pourrait marcher, mais c'est vrai que même si j'en parle par exemple demain comme ça à mes parents, je pense que la première réponse que j'aurai c'est un non. C'est vrai que, en vrai, ça m'intéresse. Je pense que, comme elle a dit, dans un cadre particulier et tout, en vrai, why not? Après, je sais pas. Enfin, je me sentirais peut-être pas forcément capable de leur apprendre des trucs, on va dire. Je pense que je suis un peu comme les filles. Genre, je pense que je me verrais le faire. De donner des cours et tout. Après moi peut-être si j'entendrais, je sais pas si on parle avec les personnes, si j'entendrais un peu les histoires et tout, je sais pas si ça m'a, je sais pas quand on dit, mais genre ça me va trop trop proche. Du coup je sais pas si ça me perturbe un peu. Parce que je sais pas, je suis très sensible sur des trucs comme ça, mais après moi je serais vraiment partante de faire ça un peu. Pas un peu les faire sortir de leur bulle que d'être avec genre ces personnes comme ça et un peu je sais pas, voir des jeunes filles qui sont motivées, qui ont des ambitions, des motivations. En vrai, je pense que c'est aussi une façon de donner peut-être pas une deuxième chance, mais un peu de dire que c'est des gens comme nous et que c'est juste des causes qui ont créé des conséquences pas forcément ouf. Après, ça dépend évidemment de qui c'est et tout, de l'histoire de la personne, mais enfin. Moi je trouve que ce serait quand même cool aussi de leur donner je sais pas, peut-être de leur faire sentir qu'ils sont normaux quoi, ils sont comme nous et tout, ils pourraient s'ils sont intéressés par exemple pour la psycho et tout, si à la base ça les intéressait, ce serait cool qu'ils puissent
s'y intéresser eux-mêmes, même s'ils sont en prison et tout ça. Enfin, je trouve que ça les humanise mieux, quoi. Et enfin, est-ce que dans votre entourage ou sur Internet, est-ce que vous entendez assez parler de l'éducation en milieu carcéral? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes assez informé ou au contraire pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que dans le milieu carcéral, on a pas, même aux infos, ça passe pas tout le temps. Qu'est-ce qui est mis en place dans les milieux carcéraux, je sais pas si ça se dit, mais à la prison et tout. Par exemple, la seule, c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé de reportages ou quoi, mais la seule chose que j'ai vue par rapport au milieu carcéral, c'est quand il y a eu l'adaptation des frères Menendez sur Netflix. C'est vraiment là où j'ai pu voir plusieurs aspects du monde carcéral, mais même s'il y en a très peu en soi, parce que c'est plus axé sur leurs actes. Mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas très informés. Non, parce que je trouve que dans les médias, le seul aspect du milieu carcéral dont on parle, c'est à quel point c'est dur, à quel point les conditions de vie sont difficiles. En fait, je trouve que c'est un débat qui clive un peu. On a des gens qui trouvent que c'est pas assez dur et que justement faudrait les emmener en Guyane pour que ce soit encore plus dur, qu'ils soient complètement coupés du monde. Et on en a d'autres qui trouvent que c'est trop difficile et que justement les droits des hommes ils sont un peu compromis. Donc moi je sais pas trop comment me placer, mais je trouve que par contre les ouvrir au monde culturel c'est hyper intéressant parce que on sait que à la sortie de prison il y a je crois 2/3 des prisonniers qui reviennent en prison, qui récidivent et qui reviennent en prison. Donc c'est des chiffres qui sont un peu alarmants. Donc je trouve que tout ce qui est pour eux tout ce qui est bon, et s'ils sont volontaires, tout ce qui est bon à prendre, tout ce qui... Ma phrase n'a aucun sens. Bref, voilà, c'est bon, c'est ça. Voilà, c'est ça. On voit aussi, juste par rapport à ce qu'on en entend parler et tout, les seules choses qu'on voit en soi dans les médias ou sur les réseaux, c'est quand il y en a un qui a un téléphone du coup en prison et qui filme sa cellule et tout, et là on voit tous les trucs, ils font des gâteaux, ils ont des téléphones, ils ont une télé et tout. Donc juste ça en fait, en soi, on a juste leur point de vue à eux, certains prisonniers, certaines cellules qui ont accès à un cellulaire ou quoi, mais sinon c'est vrai que il n'y a pas trop d'informations. Un peu avec Nicolas Sarkozy, genre. Oui, à part avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai, on a bien expliqué, on a bien expliqué où il était, lui aussi, du coup, avec son livre qui a passé 20 jours en prison, je pense qu'il y a beaucoup de détails à l'intérieur, mais en soi, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas un aspect général, c'est plus chaque personne, quand elle a l'occasion de raconter son histoire, elle le fait. Du coup, moi, c'est Tristan. Je suis en fac ici à Aix, en licence art de la scène, la suite du truc de théâtre, et voilà. Et toi? Et moi, c'est Nina, et j'ai arrêté mes études l'année dernière, et j'étais en théâtre aussi, et là, je cherche du travail actuellement. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du milieu carcéral? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ouais, pour le coup, on en a déjà entendu parler, moi, personnellement, à travers à la fois des films, des témoignages, des documentaires, reportages, etc. Et ouais, je trouve que c'est un sujet assez important, même au niveau de la réinsertion notamment. Et c'est important d'en parler. Et moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi au niveau du théâtre et du théâtre documentaire. J'ai joué une pièce qui parlait des centres éducatifs fermés et l'autrice avait écrit en témoignage avec des jeunes qui étaient incarcérés là-bas. Et j'écoute aussi beaucoup de podcasts sur le sujet parce que l'utilisation de l'art et de la culture dans la réinsertion, c'est vraiment un truc qui me passionne pas mal. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez que vous êtes assez informé au niveau des associations qui interviennent ou pas? Moi, je trouve que non, parce que tout ce dont j'ai entendu parler, c'est moi en faisant des recherches hyper précises, mais par hasard, pas du tout. Je suis tombée dessus juste parce que ça m'intéresse et du coup j'ai un peu cherché, mais je trouve que c'est pas du tout mis en avant pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord avec ça pour le coup, qu'il y a vachement un truc un peu tabou, un peu on n'en parle pas trop, les gens qui sont incarcérés, ça devient un peu des fantômes en quelque sorte, on n'en parle pas et on s'en soucie pas, et je trouve ça dommage. Vous faites vous-même du théâtre, est-ce que vous serez prêt demain à rejoindre une association et de faire du théâtre en prison auprès de personnes détenues? En vrai, ça peut être intéressant à faire. J'ai jamais réfléchi à la question, à vraiment m'investir là-dedans, mais je pense que ça peut être une expérience d'aller justement dans ces milieux-là, d'apporter une forme de culture, parce que ça en fait partie, de la culture, de faire sortir, de les aider quelque part à s'évader un peu de ça. Et moi, oui, je sais que carrément c'est vraiment un truc qui m'intéresse et que j'aimerais pouvoir faire dans les années à venir. Je sais juste pas trop encore comment,
Mais oui, je trouve que en plus le théâtre c'est un outil qui est hyper intéressant, même politiquement parlant, même en termes de théâtre documentaire, pour recueillir des témoignages, pour parler, pour s'évader, pour tout ce qui touche aussi à l'oralité, à la façon de s'exprimer. Enfin, ça oui, c'est des trucs que je trouve hyper chouette et intéressant à utiliser dans plein de milieux, que ce soit la prison, mais même dans des milieux vachement plus défavorisés et tout. C'est hyper important, je pense. Est-ce que vous pensez donc que le théâtre, ça pourrait avoir un impact positif sur leur réinsertion ensuite ? Ouais, carrément. Carrément. Je pense que déjà, c'est un contact avec des gens extérieurs à leur cadre de vie. Et puis, par rapport aux sujets qui peuvent être abordés, par rapport au... à plein prise de parole. Ouais, c'est ça, la prise de parole, ça peut les aider à s'exprimer, à apporter un nouveau regard sur certaines choses qu'ils ne voient plus, en fait, tout simplement. Et ouais, je pense que dans la réinsertion, ça peut être super important. Oui, et toi, moi je pense aussi, après c'est vrai que pour aider vraiment à la réinsertion, enfin le théâtre ça reste quand même un milieu qui est hyper précaire et je sais pas forcément si c'est le meilleur truc pour donner des pistes, mais c'est toujours hyper important qu'il y ait de la culture et de l'art partout. Après je pense que le système carcéral il est tellement compliqué et tellement mal fait à l'heure actuelle que c'est bien si on peut ramener plus de culture et d'art en prison, mais je pense pas que ça va non plus changer forcément la réinsertion, mais c'est toujours des trucs qui sont bons à prendre, je pense, et qui peuvent être chouettes. Voilà. Ce reportage nous l'a montré, au-delà des murs, l'éducation et la culture peuvent faire la différence. Grâce aux enseignants ou aux bénévoles, mais aussi grâce à celles et ceux qui choisiront demain de s'engager. Dans un système pénitentiaire sous tension, ces initiatives ne sont pas un plus, mais elles sont essentielles pour redonner aux personnes détenues une place, une voix et une chance.